chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Je commence toujours de la même façon. Je vais continuer avec une autre façon pour vous bousculer ou déstabiliser un peu. Écoutez, cette semaine, j'ai prévu pour vous un beau programme divisé en deux belles parties. Première partie, cette semaine, j'étais de passage dans les studios de Radio-Canada pour discuter d'intelligence artificielle. Donc, on a discuté de Rent a Human AI, donc un site intitulé Rent a Human AI. Donc, louer un humain, une IA qui pourrait louer des humains. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là, sinon au moins vous en aurez entendu parler ici. C'est un site là, qui propose à des IA d'avoir le pouvoir de louer des humains. Donc, c'est sûr que dit comme ça, on dirait un mauvais épisode de Black Mirror. Mais justement, lorsque j'ai fait l'intervention, tiens, je vais aller dans la confidence parce qu'on se connaît bien. Donc, lorsque je fais ce genre d'intervention dans les médias publics, notamment à la radio publique, le Radio-Canada, c'est la radio publique au Canada, j'essaie toujours de passer quelques messages, des messages académiques, mais des messages quand même. C'est ma façon de m'adresser au grand public. Puis, dans mon passage, c'est court, là, c'est toujours court, un passage, mais c'est un exercice qui est intéressant. Donc, essayer de dire là, dans le moins de temps possible, le plus de choses possible, puis le plus clairement possible. Puis mon message lors de ce passage, il était double. J'ai essayé de passer l'idée que le discours de l'IA, vous allez l'entendre, j'ai essayé de démontrer que le discours de l'IA, là, c'est toujours très hyperbolique, là, c'est toujours très, très fort en café. Donc, on a toujours besoin de discours qui sont toujours plus graves, toujours plus enthousiasmants. Puis j'ai l'impression que ça sert surtout les intérêts des investisseurs en IA, puis que ça sert davantage leurs intérêts que les intérêts du public. Donc, toujours très fort en café. J'ai proposé à mon intervieweur de prendre une tisane. Je lui ai pas dit, là, mais en tout cas, c'était l'intention. Là, c'est passer du café à la petite tisane. Puis mon deuxième message, c'était d'aider le grand public à cerner les vrais dangers. Puis ça aussi, j'insiste là-dessus, puis j'insiste aussi dans le podcast. Essayer de quitter l'idée du grand remplacement, là, puis du basculement des hiérarchies entre l'IA et l'humain, puis Skynet, puis la singularité. Ce que j'aime aborder, c'est les vrais problèmes existants en ce moment, là. Puis parmi les vrais problèmes existants, un qui est là, qui était déjà là bien avant Rent a Human AI, là, c'est l'utilisation de l'IA pour faire travailler des humains à des salaires de crève-faim là, pour des projets qui ne servent pas nécessairement leur valeur. Ben, ça existe déjà avec les travailleurs du clic. Puis ça, je voulais m'assurer que ce soit mentionné. Puis j'ai réussi à mentionner mes deux messages, j'ai réussi à les passer. Donc, une courte entrevue, c'est 10 minutes à Radio-Canada. Puis c'est ça que j'ai prévu pour vous à l'honneur dans cette première partie d'épisode. Dans la deuxième partie, ce sera une rencontre que j'ai faite avec Nicole Andrea Munoz Guzman, qui, Nicole, elle travaille à la formation justement des travailleurs, des professionnels en entreprise. On n'a pas parlé des travailleurs du clic, mais on a parlé quand même des vrais défis immenses là, qui sont liés à la formation des travailleurs lorsqu'on décide d'intégrer l'IA en entreprise. Donc, on va parler de notre capacité. Il y a beaucoup de vocabulaire, là, je dirais, dans notre entretien, mais c'était le fun d'explorer ces termes-là. Donc, notre capacité à utiliser et à comprendre l'intelligence artificielle. On a parlé de la capabilité. Donc, capacité soit, mais est-ce qu'on est capable? Donc, la capacité de tout ce beau monde à utiliser l'IA pour servir leurs propres intérêts et leurs propres valeurs. On a parlé aussi du pouvoir, sinon du devoir de l'entreprise à créer des environnements capacitants. Hein, l'idée ici, c'est que c'est pas seulement aux travailleurs de se former. Là. Allez-y, formez-vous, mais c'est aussi à l'entreprise de créer un environnement où cette formation puis cette compétence, elle est possible. Voilà, donc un épisode en deux parties. C'est le programme qui vous attend cette semaine. Bonne écoute!
8h47, je vous pose une question bien simple. Est-ce que vous accepteriez de mettre vos talents au service de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous accepteriez d'accomplir des tâches dans le monde réel au bénéfice de l'intelligence artificielle? Sachez que si votre réponse est oui, mais il y a peut-être la possibilité pour vous de décrocher des petits contrats parce qu'il y a un nouveau site web qui est apparu récemment en ligne. Le site web s'appelle rentahuman.ai, donc louerunhumain.ai pour Artificial Intelligence. C'est un site web qui peut nous donner l'impression qu'on est en train de plonger dans une dystopie, que le monde est en train de s'inverser, que l'intelligence artificielle embauche des humains. Est-ce que c'est vraiment le cas? On se pose la question ce matin avec Jean-François Sénéchal, qui est chargé d'enseignement à la faculté de philosophie de l'Université Laval et producteur et animateur du balado IA Café. Il est en studio. Monsieur Sénéchal, bonjour. Bonjour, ça va bien, Alexandre? Oui. Est-ce que les gens doivent avoir peur de ce développement-là, d'un site web où on leur dit « Déposez votre CV », l'intelligence artificielle va vous donner des petits contrats, puis vous allez être rémunéré pour ça. Oui, bien au moins, vous le formulez très bien, la question, parce que Rent a Human AI, c'est vrai que le titre, déjà, ça peut paraître inquiétant. La première chose que je dirais, dès que je parle de l'IA, notamment dans le public, dans les médias, c'est d'essayer de fuir un petit peu le petit ton hyperbolique de tout ça. C'est-à-dire que soit que on a l'impression que ça joue sur nos plus grandes peurs, on n'est pas loin de Skynet, puis de Arnold Schwarzenegger qui arrive avec son Terminator, puis tout ça. Puis de l'autre côté, on a des discours d'entrepreneurs qui sont très, très enthousiastes. Puis j'essaie de sortir de tout ça parce que ce discours-là, hyperbolique, j'ai l'impression que ça sert plus les intérêts des grandes firmes, des techno-bros américains, là, puis ça sert à construire ce qu'on appelle en ce moment la bulle de l'IA. Puis je suis pas sûr que ça sert vraiment le vrai discours public pour avoir une idée claire de tout ça. Je me mets à la place de tout le monde ce matin, là. Rent a Human, c'est quoi qui se passe, là? L'IA est en train de prendre le contrôle. Est-ce que les robots vont devenir nos employeurs, finalement? Ben c'est ça. Puis ça, c'est intéressant formulé comme ça parce que c'est déjà là, je veux dire, les humains qui travaillent pour l'IA, il y en a en ce moment même. C'est-à-dire qu'on les appelle les travailleurs du clic. Sont embauchés, sont là toute la journée, ils vont cliquer sur des images, ils vont apposer des étiquettes sur des images, les fameuses Ils entraînent l'intelligence artificielle. Ben voilà, sont là, sont au service, sont payés un salaire de misère d'ailleurs. Dans des pays en développement. Ça, c'est un autre problème. Mais ils travaillent toute la journée, ils regardent des vidéos qu'on a publiées, ils regardent des images qu'on a publiées pendant les 30 dernières années sur notre Facebook. Puis, on met des tags, on dit ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, ça, c'est une personne, ça, c'est une vidéo compromettante. Mais des travailleurs, des personnes, des humains qui travaillent pour l'IA, qui, elles, travaillent pour nous. Il y a ça aussi dans la chaîne de commande. Là, pour l'instant, oui, on se mettrait au service de l'IA, mais si on se mettrait au service de l'IA qui, elle, travaille pour des humains. On n'a pas encore basculé dans un monde où l'IA est là, elle domine, nous fait travailler. Donc, puis on peut prendre une grande respiration. Je vous entends bien. On peut prendre une très grande respiration. Mais quand même, je suis allé jeter un coup d'œil au site web, tout comme vous, Jean-François Sénéchal, puis on voit qu'il semble y avoir de vrais humains. Je voyais entre autres une fille de Québec qui a mis ses informations sur le site web en disant « Je pourrais accomplir telle tâche. Je facturerais 20 $ l'heure. Oui. Donc, s'il y a une intelligence artificielle qui veut m'embaucher, je suis disponible. » Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce que, peut-être que le mot intérêt n'est pas le bon, mais est-ce qu'il y a un but réel derrière ça? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose, servir quelque chose qui devienne utile? Oui, c'est ça qui est intéressant aussi avec ce sujet-là, c'est-à-dire que ça pose vraiment une question importante en ce moment. L'IA a avancé, on la voit, elle a travaillé, elle est capable de produire des textes à la demande, donc ça, c'est assez à l'aise. L'IA est à l'aise avec notre monde numérique, je dirais, elle a accès à notre monde numérique, ce qu'on a produit sur le numérique. Ce qui lui manque en ce moment, c'est des accès au monde réel, donc à notre monde, à nous, concret. Puis, d'avoir accès au monde réel, ce que ça veut dire, l'exemple que vous donniez un peu plus tôt est intéressant, là, c'est-à-dire que je me cherche un appart,
Je me cherche un appart à Montréal. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux faire affaire avec une IA. Je lui demande en ce moment, ça existe, là, il y a des IA, une espèce de chat GPT là, boosté. Là, ça ressemble à un secrétaire personnel qui va nous faire des tâches pour nous. Je lui dis, je veux un appart à Montréal. Il regarde sur Internet, il fouille toute l'information, il trie. Sors-moi les 3,5 disponibles entre tel et tel prix dans tel quartier à Montréal. Facile. Puis après ça, on peut même relancer, écrire à des proprios, planifier des rendez-vous. Ça, c'est possible en ce moment avec l'IA telle qu'elle est en ce moment, mais elle n'ira pas visiter l'appart à ma place. Soit que je m'y rends, soit que je délègue à quelqu'un d'autre la tâche d'aller visiter, d'aller filmer. À ce moment-là, je pourrais aller sur Rent a Human AI, puis je dis, en fait, c'est l'IA qui va le dire à ma place, parce que je lui ai confié cette tâche-là. Elle va aller sur le site, elle va dire, je me cherche quelqu'un pour aller visiter l'appart, pour le filmer, pour déposer dans tel document. Puis mon client, lui, va aller visiter par voie interposée l'appartement. Qui est prêt à faire cette tâche-là? Mais dans ce cas-ci, ça reste un humain qui rend service à un autre humain. Au final, l'intelligence artificielle joue un peu le rôle d'intermédiaire. Bien, c'est ça, en ce moment. On est dans ce rôle d'intermédiaire. On n'a pas dépassé, je vous rassure, on n'a pas dépassé la chaîne de commande. C'est pas l'IA qui est en haut, c'est une IA qui est à notre service, puis elle n'a pas accès au monde réel. Donc, la seule façon d'y avoir accès, pour l'instant, peut-être qu'un jour, il y aura des robots qui, eux, pourront aller visiter. Des drones ou... Des drones. Donc, ça, c'est possible. Mais pour l'instant, on est encore dans cette chaîne de commande-là. J'ai besoin de quelqu'un pour aller visiter l'appart. Il va y aller. La personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à y aller? Encore une fois, ça va être pour un salaire de misère. C'est toujours le même salaire de misère. Ça, c'est un autre les gens histoire. Disent... quel est leur prix, en fait? Quelle est la rémunération qu'ils souhaitent? Puis là, après, moi, la question que je me pose, c'est la rémunération, elle provient d'où? Comment l'intelligence artificielle fait pour rémunérer les gens qui vont accomplir des tâches? Bon, à ce moment-là, la rémunération va venir du client à la base. C'est-à-dire que l'IA pourrait induire que le prix raisonnable pour aller visiter l'appartement, c'est tel prix. Puis à la fin, mais c'est moi qui ai donné la commande pour aller visiter. Je lui ai demandé de me trouver quelqu'un pour aller visiter à ma place. À la fin, c'est moi qui va payer. C'est pas l'IA qui va générer elle-même des sous pour payer elle-même l'humain en question. Là. Pensez-vous que ça a le potentiel de décoller, ce site web-là, rentahuman.ai? Je dirais que pour l'instant, là, vous êtes allé le visiter, là, ça a plutôt l'air d'un gros, j'allais dire canular, là, mais c'est pas exactement ça. C'est plutôt une tech virale. On le voit, là, c'est inspiré aussi du monde de la crypto. Là. Donc, il y a ça derrière, avoir une espèce de succès viral, faire parler de soi, aller chercher du financement peut-être. Ouais. On est plus dans cette dynamique-là. Les contrats, on verra à moyen terme là, qu'est-ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est plutôt un succès de renommée peut-être. Là, si on en parle ce matin, c'est quand même un succès. Mais à voir s'ils vont faire de l'argent avec ça, si ça va être fonctionnel. Je sais que le besoin, il est réel en ce moment. Si l'IA veut passer à une nouvelle étape, il faut trouver une façon de lui donner accès à notre monde. Là. Elle n'a pas accès à notre monde, elle a juste accès à notre monde numérique. Donc, comment on va faire? D'ailleurs, notre Yoshua Bengio français, là, Yann Lequin, lorsqu'il a quitté Meta pour créer sa propre compagnie, c'est ce qu'il disait. Là. Les chats GPT de ce monde... Ils ont tout donné. Là. Il n'y a plus rien. Ils sont capables de produire du texte. On a plafonné, ça fait longtemps. Là, ce qu'on a besoin en ce moment, c'est ils appellent ça du physical AI. Là. On a besoin de l'IA qui se déplace dans le monde, qui comprenne le monde. Mais conseilleriez-vous à quelqu'un qui a du temps, là, puis qui est peut-être à la recherche d'un revenu d'appoint, conseilleriez-vous à quelqu'un d'aller déposer son curriculum vitae sur ce site web-là? Bien, si une personne a besoin d'un petit salaire, moi, je comparais ça à ce qu'Uber était au début. Là. C'est-à-dire, si tu veux donner un lift à quelqu'un pour un salaire, bien, let's go, fais-le. Là, c'est ça. C'est des petits contrats, aller visiter un appartement. Le seul danger que je vois, c'est sur la décomposition des tâches. Là. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un système où on a besoin de faire une tâche qui, elle, on ne sait pas trop. Ça dit aller chez Canadian Tire, aller acheter tel produit chimique, tel autre produit chimique. Puis à la fin, quand on assemble le tout, on se rend compte qu'on a peut-être participé à l'assemblage d'un cocktail à la Breaking Bad, là, finalement. Là. Donc, il y a ça qui est possible. Là. Ouais. À force de fragmenter les tâches, de nuire à peut-être l'imputabilité, là, ça peut créer ce genre de problème. Jean-François Sénéchal, c'est fort intéressant tout ça.
On verra. Est-ce que ça lèvera ou ça lèvera pas ce site web? Je le rappelle, vous êtes chargé d'enseignement à la faculté de philosophie de l'Université Laval, producteur et animateur du balado IA Café. Merci d'avoir été là pour commenter ce sujet-là. Merci, Alexandre. J'ai avec moi Nicole Munoz-Guzman. Comment ça va, Nicole? Ça va très bien, Jean-François, et toi? Content que tu sois avec moi. Nicole, tu m'as dit que tu étais au bootcamp sur l'IA organisé par Nadia Nafi à l'Université Laval. Tu étais là. Tu es venu de ton propre chef. Pourquoi tu as décidé d'aller à ce bootcamp? Oui, de mon libre choix. J'ai profité de mon passage ici à Québec pour venir discuter avec toi. Puis oui, ça fait aujourd'hui la 3e journée, donc ça fait 3 jours qu'on fait plein de beaux ateliers. Puis j'avais pas eu la chance de participer à cet événement l'année dernière, donc je me suis dit que je ne pouvais pas manquer ça cette année. Ça ressemble à quoi? Tiens, on va faire un petit peu de promo pour... je sais pas si elle va l'organiser l'année prochaine, Nadia. Là, c'est tellement d'organisation, ce bootcamp-là. Ça ressemble à quoi quand tu arrives sur... Ça durait 3 jours? Ça durait 3 jours, donc il y a un mélange de tables rondes, il y a un mélange d'activités, d'ateliers. Donc, c'est très bien organisé d'ailleurs. Ça paraît qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail en arrière. Mais c'est toujours dans un esprit très convivial, très découverte, un environnement pour débattre. Vraiment très plaisant, une belle expérience. Ça vaut C'est quoi que tu as aimé le plus? Je pense que ce qui nous parle beaucoup, c'est les expériences terrain. Ça, c'est très personnel, là. Je pense que pour moi, ça a été les expériences terrain, qu'est-ce qui se fait actuellement en lien avec l'intelligence artificielle, mais surtout les leçons qu'on peut en tirer, les obstacles auxquels les gens font face, et surtout les personnes qui sont capables de se projeter. Et d'ailleurs, c'est le thème de l'événement. On se projette en 2031. Donc, c'est de s'imaginer qu'est-ce qui va être important dans un futur d'ici 5 ans pour les humains, les professionnels en lien avec l'intelligence artificielle. Donc, il y avait quand même une très belle, si je peux me permettre l'expression, une très belle brochette d'invités de tous les secteurs. Et je ne pensais jamais voir ça, mais j'ai même entendu le bonhomme Carnaval parler d'intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est vraiment un highlight. C'est la première fois. Puis, un deuxième événement, il y avait un chien de service à l'événement. Puis, il y avait une entreprise qui est venue montrer un espèce de robot qui ressemble à un chien. Puis, juste la réaction du chien, c'était fabuleux. Puis, la propriétaire a fait le commentaire. Je pense qu'elle a peur de se faire remplacer. Wow! Puis pour ceux en Europe qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi le bonhomme carnaval, le bonhomme carnaval, c'est notre... on a le carnaval à Québec, on a une belle mascotte en forme de bonhomme de neige essentiellement, puis c'est la seule mascotte au monde, je pense, à parler. Donc c'est notre ambassadeur qui parle de tout, y compris d'intelligence artificielle, à ce que je vois. Ben, j'aurais aimé y être avec Nadia et son groupe. Là, j'ai eu un conflit d'horaire. Je pouvais pas y être cette année. C'est une belle gang de ceux qui assistent, ceux qui y participent, les conférenciers, c'est tous toutes des crinqués de l'IA. Puis c'est beau à voir. D'ailleurs, on les salue au passage. Je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui sont là en ce moment et qui écoutent aussi le podcast. OK, Nicole, on va parler d'abord, commençons par toi. Hein, t'es là. Merci d'être là. Parle-moi de ta formation, ton boulot. Commençons par ta formation. D'où sors-tu intellectuellement? Donc, on va commencer par dire que mon parcours est un petit peu atypique. Par le nom de famille, tu comprendras que je ne suis pas née ici. Donc, je suis née en Amérique du Sud. Et quand je suis arrivée au Québec, j'ai fait tout ce parcours de devoir apprendre la langue. Où en Amérique du Sud? Du Chili. Oh! Du Chili. Partie froide, partie chaude dans le sud? Ça dépend où et ça dépend quand. C'est un pays qui est très long, donc il y a beaucoup de variétés, oui. Puis toi, c'était dans le sud où il faisait très froid? Moi, c'était en plein centre. En plein centre. La capitale. Donc, quand je suis arrivée au Québec, j'ai dû m'approprier la francisation, apprendre la langue. Ensuite, j'ai abandonné l'école quand même assez jeune. J'avais 15 ans quand il y a eu vraiment un changement qui ne m'a pas permis de continuer mon parcours scolaire habituel comme tout le monde. Donc, j'ai fini par terminer mes études en formation générale des adultes, ensuite en formation professionnelle. Puis, jamais j'aurais deviné que des années plus tard, ça allait être mon terrain de travail professionnel. Donc, c'est cela. Donc, j'ai fait le tour en formation professionnelle. J'ai enseigné également en formation professionnelle pendant plusieurs années.
Puis ensuite, je suis passée au poste de conseillance pédagogique. Donc, j'ai accompagné les enseignants FP pendant les dernières années. Les enseignants FP? FP, c'est formation professionnelle. Ah, voilà. On a notre jargon aussi, hein. Donc, Ah non, on a les FP, acronymes, là, des fois, il faut arrêter, là, parce qu'on se comprend plus. Exactement. On se comprend entre nous, mais Oh oui, effectivement. ça. À l'extérieur, là, ça devient compliqué. Donc, conseillère à la formation des enseignants à la formation professionnelle. Exactement. Puis ce qui m'a amené par la suite dans mon rôle depuis tout récemment, je suis conseillère pédagogique pour le service aux entreprises du Centre de service scolaire de Laval, donc Formation Corpus, qui se charge de créer de la formation, accompagner les entreprises privées, mais collabore également avec la formation professionnelle, la formation générale. Donc, je collabore vraiment dans plusieurs terrains, autant privés que publics. Donc, ça me permet de voir... et en plus, je suis étudiante à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal. Ton sujet à la maîtrise, c'est quoi? Devine. L'intelligence artificielle et la capacitation, quelque chose du genre, non? Non. Mes co-directions m'ont clairement dit que je devais limiter mes choix de sujets pour ma recherche. OK. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je suis là avec toi aujourd'hui, parce que les autres sujets, je peux les aborder ailleurs, pas dans mon projet. Donc, c'est surtout le processus d'appropriation de l'intelligence artificielle générative dans les pratiques enseignantes en formation professionnelle. Moi, j'y vois beaucoup un lien là, entre préparer les travailleurs de demain puis le marché du travail. Donc, c'est mon sujet. Préparer ceux qui préparent les travailleurs de demain. Exactement. Conseiller ceux qui vont préparer les professionnels de demain qui, eux, devront négocier avec l'intelligence artificielle, se familiariser avec tout ça. Oui, et c'est une formation qui n'a pas de fin de la manière que ça s'enligne actuellement. Évidemment. Ben, on va sauter dans le sujet, Nicole. Ça fait 3 ans maintenant que ChatGPT s'est invité partout, dans nos universités, écoles, nommons-les. Puis il s'est passé bien des choses depuis et on a plusieurs années maintenant d'observation, d'analyse. Alors, on peut tirer un peu on commence à tirer des leçons de cette arrivée de l'IA dans nos vies. Comment toi, dans ton milieu, dans ton travail, as-tu vécu l'arrivée de l'IA dans ton rôle? Est-ce que toi, tu étais prête à l'arrivée de l'IA? Ça a vraiment changé des choses de plusieurs manières. La première, c'est déjà par nature, j'ai toujours été intéressée à la technologie dans mes premiers emplois. Moi, un de mes premiers emplois, je vendais des cellulaires à l'époque où il n'y avait pas encore d'écran couleur et tout ça. Donc, j'ai toujours été intéressée par la technologie. Donc, je pense que par la personnalité, j'étais prête je voyais déjà depuis 3 ans, j'ai tout de suite vu le potentiel puis le changement que ça allait amener dans nos secteurs. Puis, c'est ce qui m'a poussée aussi à retourner terminer ma maîtrise parce que je l'avais continué une première fois, puis mon sujet, je ne le sentais pour pas. passer 3 ans sur un sujet, il faut que ça t'intéresse. Là. Exactement. Mais quand l'IA est arrivée, j'ai décidé de retourner. Donc, dans mon rôle, ça m'a permis de me perfectionner énormément par les formations que j'ai faites, les observations, puis d'être dans le terrain et voir comment ça impacte graduellement. Je veux pas dire tranquillement, mais comment ça impacte certains métiers, certains plus vite que d'autres. Juste ce constat-là, je pense que mon rôle a complètement changé. Puis c'est drôle parce que dans une rencontre récemment, quelqu'un a utilisé le terme pour me décrire une CPIA. C'est la première fois que j'entendais ça. CPIA? C'est quoi que ça voulait dire? C'est un acronyme encore? Oui, exactement, dans un acronyme. J'ai trouvé ça drôle, on a bien ri, mais ça démontre juste comment mon rôle est passé de accompagnement pédagogique, technologique, mais au-delà de ça, c'est aussi de me développer moi comme individu, d'aller plus loin dans mon parcours académique, puis de me pousser encore plus loin. Ben oui. Puis dans ton rôle comme conseillère, comment autour de toi on a vécu ça, l'arrivée de l'IA? C'est quoi les principaux problèmes, besoins qui étaient formulés envers toi? Est-ce que tu constatais que les gens autour de toi avaient des problèmes avec cette arrivée-là? Est-ce qu'il y a... Il y a toutes sortes de réactions, on le sait. Il y a certaines personnes vont être plus fermées, il y en a d'autres qui vont être plus excitées par les possibilités. Il y en a que la technologie en soi, là, surtout, moi, c'est à l'université, il y en a qui sont réfractaires à la technologie, point, là. C'est-à-dire qu'il y en a qui refusent d'utiliser des PC, refusent de...
on est encore des fois là-dedans. Là, fait qu'imagine, dans un milieu où là, on voit arriver de l'IA, il y en a qui sont peut-être réfractaires déjà au changement, point. Fait que là, en plus, on arrive avec un gros changement technologique avec l'intelligence artificielle. J'imagine que ça devait grogner un peu autour de toi. Oui, puis on voyait toutes sortes de réactions. J'ai déjà donné un atelier dans lequel, quand la personne a compris ce que c'était, je m'en souviens encore, elle avait la tête entre ses deux mains, puis elle s'est regardée avec sa collègue, puis elle disait, mais notre travail... On est cuit. Exactement. Puis elle est devenue pâle. Puis c'est une réaction que j'ai observée à toutes sortes de réactions, curieux, plus fermées. Mais c'est de voir cette variété de réactions, de réception de cette technologie, que d'ailleurs c'est pas juste le fait que ça soit du numérique, c'est le fait que ça va tellement vite. Que les personnes ont de la difficulté à suivre. Donc, je pense que faut... Oui, le changement en soi, on a de la difficulté à changer, changement technologique, mais quand tu rends de l'IA là-dedans, puis on le voit, en tout cas, autour de moi, là, c'était ça au début, là, on regardait la technologie, puis on disait, là, ça va vraiment transformer, en tout cas. Puis on se trompait pas, là, je veux dire, comme enseignant... enseigner aujourd'hui, demander à quelqu'un d'écrire un texte, là, on le demande pas de la même façon. On se dit, ben, si je fais juste demander un texte sur Platon, il va demander à un IA, puis l'IA va être capable de lui produire 10 pages comme ça. Fait que pour des profs qui demandaient des travaux justement comme ça, ben eux autres, ils devaient se dire, on est cuit, là. Écoute, si l'IA est capable de faire ça à la place de mes étudiants, comment je vais faire pour agir? Fait que j'imagine que dans ton milieu, ça devait ressembler à ça aussi. Parlons de l'outil, Nicole, parce que c'est un thème qui, je le voyais là dans notre préparation, dans nos premiers échanges. Dans tes écrits, tu parlais de l'IA comme outil, mais cette idée-là de qualifier l'outil, l'IA comme un outil puissant, là, semblait résister ou tu avais une réflexion autour de l'IA comme outil. Qu'est-ce qui t'agace dans l'idée qu'on puisse considérer l'IA comme un outil? Un outil à la base, si on pense à ce que c'est un outil, je peux penser à un exemple très simple. Excel, c'est un outil. Quelqu'un peut faire un choix de l'utiliser ou ne pas l'utiliser. C'est complémentaire à peu importe ce qu'on fait. Les outils d'intelligence artificielle générative sont en ce moment en train ils nous font nous re-questionner sur ce que c'est apprendre, sur ce que c'est lire, sur ce que c'est écrire, composer. Donc là, on n'est plus en train de parler un outil parmi tant d'autres. On est vraiment en train de parler une technologie qui évolue, qui s'améliore rapidement, qui vient challenger toutes les bases qu'on connaît jusqu'à maintenant de l'éducation, du marché du travail. Donc, je trouve que c'est à la limite un peu dangereux de le voir comme un outil comme un autre, parce que on peut plus enseigner de la même manière. Excel, ça change pas tant que ça notre façon d'enseigner. Là. Ça bouleverse pas nos conceptions même de ce qu'est l'enseignement, de ce qu'est apprendre, de ce qu'est lire, de ce qu'est écrire. Là. Mais avec l'IA, ces questions-là se posent en ce moment. C'est quoi enseigner? C'est quoi être un enseignant en ce moment? Là, on se la pose. Là. C'est quoi être un enseignant en ce moment dans un monde où il y a de l'IA? C'est quoi notre rôle? Ben, bien d'accord avec toi que c'est pas tous les outils qui mènent vers ce genre de réflexion profonde. Exactement. Et plus profondément, c'est que c'est en train de challenger les environnements mêmes dans lesquels on évolue. Donc, nos environnements académiques, le marché du travail, c'est en train de tout remettre ailleurs. On ne sait pas encore où est-ce que ça s'en va, mais ça remet en question tout ce qu'on connaît actuellement dans ces milieux-là. Oui, vraiment, ça transforme de façon substantielle, peut-être plus importante notre monde. Dans tes textes, il y a aussi, bon, ça a attiré mon attention, la distinction entre un outil pour, tu distingues pouvoir d'agir et pouvoir agir. Puis là, ce genre ça, c'est très philo, là, de regarder un concept, de le mettre entre guillemets comme ça, puis de faire des distinctions entre pouvoir agir et pouvoir d'agir. Explique-moi la distinction. C'est une belle distinction, là, j'ai hâte de t'entendre la dire. Mais cette réflexion-là m'est venue à travers mes lectures dans mes recherches. C'est inspiré de la théorie des capacités d'Amartya Sen.
Donc, ce qui est amené de l'avant, c'est la vraie liberté que l'être humain a, la capacité à exercer un libre choix. Puis là, dans mes réflexions, je me disais, est-ce qu'on est réellement libre de choisir actuellement ce qu'on veut faire selon nos valeurs, selon où nous voulons prendre contrôle de notre vie professionnelle, de notre vie personnelle. Et c'est un sentiment qui est en conflit un peu avec ce qui arrive actuellement, ce sentiment de ne pas avoir le contrôle de la technologie qui évolue rapidement, des choses qui arrivent autour de nous avec les étudiants, etc. Donc, le pouvoir d'agir, selon la description de Sen, c'est que quelqu'un qui peut agir peut utiliser les ressources qui sont mises à sa disposition pour le faire. Par exemple, un enseignant va pouvoir utiliser ce qui est permis par l'institution. Utiliser Copilote, apprendre voici comment faire des requêtes parce que ça respecte tel règlement qu'on veut mettre en place. Donc, il peut poser un geste, utiliser ses ressources, mais ça développe pas nécessairement toutes les capacités que la personne doit développer pour pouvoir naviguer. Un vrai pouvoir d'agir, ça va au-delà de ça. C'est de mettre en place des choses dans l'environnement que l'individu va pouvoir faire des réels choix, pas limités selon des politiques, pas limités selon des ressources limitées. Là, on parle vraiment par exemple, un exemple, ça pourrait être un environnement de discussion. Un endroit pour la réflexion, un endroit dans lequel il va pouvoir décider, moi, selon mes choix, selon mes valeurs, pour moi, je sais pas, la consommation énergétique est hyper importante, donc je veux sensibiliser mes élèves, je veux amener la conversation dans ce sens-là, mais d'avoir assez de ressources pour le faire parce qu'on observe souvent que les enseignants sont limités à ce qu'ils ont la permission de faire, de par leur direction, de par le gouvernement, par exemple. Et c'est pas ça la définition de Sen selon sa théorie là pour. Donc voilà la différence. Puis pourquoi cette distinction-là c'est important? Parce qu'en ayant un pouvoir d'action, prendre en contrôle ce qu'on fait, c'est vraiment là qu'on est en réelle liberté. Si on est limité dans ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut dire qu'on est libre de nos choix et de nos jugements professionnels et est-ce qu'on peut innover? Parce que là, il y a un besoin d'innovation clairement avec tout ce qui arrive avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, si les environnements dans lesquels nous sommes ne nous permettent pas de nous développer au plein potentiel pour pouvoir amener des choix puis atteindre les buts professionnels qu'on se fixe, ça... OK. Ben oui, c'est intéressant. On y reviendra là, sur les environnements en tant que tels. Mais je trouvais les concepts intéressants. Là. Pouvoir agir, pouvoir d'agir. Moi, ça me rappelait, en philo, on a tu parlais de liberté. Il y a les concepts de liberté négative, liberté positive. Donc, liberté négative, c'est une absence de contraintes. Donc, tu peux le faire. Il n'y a pas de contraintes. Let's go, fais-les. Puis, liberté positive ou non... on te donne quelques contraintes, mais on te donne la capacité pour aller au-delà de ces contraintes. Puis à cause de ces contraintes-là, ça te donne un pouvoir supplémentaire. Puis, donc, ces concepts-là, moi, ça, j'ai accroché. Parce qu'il y a, et d'ailleurs, juste pour lire un extrait, là, selon Sen, comment que c'est décrit, c'est ce que la personne... T'as l'extrait devant toi, là? Vas-y. Oui, j'ai l'extrait devant moi. Je vais vous le lire. Ce que la personne est libre de faire et de réaliser pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés en tant que personne responsable. Puis cela, ça va dépendre, des opportunités que la personne va avoir, puis ça va dépendre de la capacité de l'individu. Donc, c'est pas, comme je mentionnais, c'est pas assez de décider parce que souvent les discussions dans nos milieux sont autour de qu'est-ce qu'on bloque, qu'est-ce qu'on permet, quel outil est permis, quel outil n'est pas permis. Donc, c'est pas assez de donner accès à des outils, il faut vraiment donner des fois, je dis ça, le ChatGPT, OK, pour telle chose, je te le permets. Donc, tu peux agir, tu peux l'utiliser. Exactement. Donc, ça, c'est une approche qui est pas assez... c'est pas assez parce que je devrais dire, non seulement tu peux l'utiliser, mais je vais te former. Exactement, pour développer des compétences. Oui, pour développer pas présumer qu'ils ont déjà les compétences. Exactement. Très intéressant. Parlons sautons dans notre autre sujet. Je voulais parler du rôle des personnes enseignantes, justement, les profs, les enseignants, parce qu'il me semble, en ce moment, je sais pas, c'est comme ça aussi dans ton milieu, là, il me semble qu'on en met beaucoup sur les épaules des individus. Hein? Donc, les profs, les étudiants, on dit « let's go », il y a de l'IA, chacun doit se former. Puis en plus, de façon autonome. Là.
Mais faites ci, faites ça, formez-vous. En fait, ce que je vois autour de moi, ce sont des profs puis des étudiants qui se sentent un peu coupables là, parce qu'ils sont pas très bons finalement. Là. Puis est-ce que tu fais ce même constat, là? C'est-à-dire que tout le monde se sent un peu coupable de pas être suffisamment compétent en cette matière? C'est qu'il faut Comment on sort de cette culpabilité-là? Exactement. Là? Mais ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que c'est vraiment une responsabilité qui est partagée. C'est pas juste à l'individu de se rendre responsable de son parcours, puis de se développer, puis de maîtriser des outils et de se sentir coupable de pas être, entre guillemets, compétent à faire une tâche avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi de ce que... je reviens encore à l'environnement, c'est qu'est-ce qu'on va leur permettre de faire. C'est vraiment une responsabilité partagée. Puis chaque personne, que ça soit des gestionnaires ou des enseignants, il y a comme ce sentiment de tout repose sur leurs épaules. C'est sûr que le niveau de responsabilité dans les prises de décision sont pas les mêmes, Ben oui. mais ça ne dépend pas d'un individu. Puis il y a quelqu'un qui a dit aujourd'hui justement dans une intervention lors de l'événement du bootcamp, elle a dit toutes les innovations amènent des problèmes qui se solutionnent en collaboration avec d'autres domaines. Ben oui. Puis c'est exactement ça, c'est qu'il faut comprendre que on n'a pas la réponse à tout, et même les personnes qui sont considérées des spécialistes des systèmes d'IA comme les programmeurs et tout ça, même pour eux, c'est nouveau. L'accès à l'IA générative de tout le monde. Donc, tout le monde vit ce changement depuis les derniers 3 ans environ. Donc, il n'y a pas vraiment un expert. Souvent, on entend ça aussi, hein, l'expert en IA et tout ça. Ben oui, comme s'il y avait un expert de l'IA en général. Là. J'en rencontre depuis presque 5 ans maintenant. Là. Que des experts, il y en a dans tous les champs de l'IA. Là. C'est personne qui est capable de faire le tour au complet. Là. Exactement. Donc, c'est pas une responsabilité sur un groupe de personnes. Par exemple, on entend maintenant qu'il y a des comités qui se mettent en place dans certains établissements, des comités IA. Mais ce qui est important, c'est d'avoir tous les paliers des organisations, et ça s'applique, c'est le même principe pour les entreprises. C'est pas un gestionnaire ou c'est pas les TI qui doivent prendre les décisions seulement. C'est vraiment un travail collaboratif. Tout le monde doit participer à la discussion sur la table. Intéressant. Tu parles de... Bon, là, on a parlé un petit peu de ceux qui devraient peut-être avoir le savoir, qui devraient former, mais parlons de ceux qui sont formés en IA ou qui subiront peut-être les changements les changements provoqués par l'intelligence artificielle. À l'université, moi, ce que je vois, c'est de grandes différences de compétences sur l'intelligence artificielle moi, c'est entre mes étudiants. Là. J'imagine que dans le monde professionnel, on voit aussi des grandes différences entre celles et ceux qui devront éventuellement être formés. Moi, ce que je vois, c'est en classe, là, il y a des cracks de l'informatique. Là, tes voix sont aux études supérieures. Leur protocole de recherche, leur système de gestion de données, tout ça, ça fonctionne. C'est programmé sur Claude AI avec l'intelligence artificielle. Puis leur rédaction de thèse, let's go, il y a le plan qui a été généré, on écrit en collaboration. Puis tu as l'autre étudiant qui, lui, a de la difficulté à cacher le fait qu'il a utilisé ChatGPT, puis que ça a l'air d'une grosse triche, il s'en rend même pas compte. Fait que j'imagine dans le milieu professionnel aussi, on a cette grande disparité entre celles et ceux qui seront formés, c'est-à-dire en matière d'équité, il me semble qu'on ne part pas tous avec les mêmes compétences. Comment on gère ça dans le milieu professionnel, ce manque d'équité, je dirais, en matière de compétences? Oui, puis c'est carrément une fracture qui devient de plus en plus large, dépendamment des individus. Puis on le remarque, ton exemple est excellent au milieu universitaire, mais on peut le remarquer aussi à d'autres niveaux académiques. C'est la question qu'on se pose. Un étudiant, OK, par exemple, je vais donner un exemple, un enseignant qui utilise un agent conversationnel avec ses élèves sur ChatGPT. Ceux qui ont la version payante vont pouvoir avoir une conversation sans limite. Ceux qui ont la version gratuite vont pouvoir juste avoir quelques interactions. Ben oui, déjà ça. Hein. Donc, on vient de créer une inégalité dans la classe. C'est pas tous les élèves qui ont accès à tout. Donc, c'est des enjeux qui sont réels. Puis plus on attend, puis souvent on a cette impression-là que tous les milieux attendent. On attend des balises. On attend quoi? Tout le monde est en attente. On peut pas être immobile
à la vitesse que ça avance, c'est sûr qu'il faut pas être non plus, le mot en anglais, c'est reckless. Je sais pas le mot en français, c'est, quelle serait la traduction? Je ne sais pas, les classes comme ça, je l'ai pas en tête, la traduction. Il faut faire des actions responsables, mais on peut pas être dans l'inaction. On a tous ces outils déjà accessibles à tous les niveaux, donc il y a aucune raison aujourd'hui, en 2026, février, je me rappelle pas de la date exacte, mais qu'il n'y ait pas... On est le 13. Le 13. On est le 12. C'est ça, qu'il n'y ait pas de portrait clair de comment on va accompagner les élèves. Puis souvent, c'est l'opinion. Comment on va les accompagner tous aussi? C'était ça un petit peu ma question, c'est que dans tes textes que tu m'avais proposés, il y avait le concept de capacité. Hein? Ils sont pas tous capables de la même façon. Moi, j'ai des étudiants qui... C'est sûr, si je demande à un étudiant, écris-moi un long texte en français, puis ta langue maternelle, c'est le français, puis tu n'as pas le droit d'utiliser ChatGPT, mais là, je le traite de la même façon que l'autre qui maîtrise mal le français, puis que ça serait peut-être utile qu'il puisse se faire accompagner un peu pour l'aider dans sa rédaction. Donc, ils ont pas tous les mêmes besoins, ils ont pas tous les mêmes capacités. Quand on veut former à l'intelligence artificielle, il me semble qu'on doit tenir compte de la capacité de leur niveau individuel. Sinon, si on les traite tous de la même façon, ça risque de créer des injustices. La beauté de ta question, c'est que ça me fait constater quelque chose. C'est que souvent, on a des discussions en pédagogie ou en andragogie, l'enseignement personnalisé. Oui. Et c'est quelque chose qui est pas toujours facile à faire pour les enseignants. Mais là, on n'a comme pas le choix d'accélérer un peu la chose. On a la possibilité maintenant de pouvoir adapter l'enseignement au niveau de l'étudiant, aux défis de l'étudiant, aux contraintes, à son bagage. Il y a toutes sortes de possibilités. Donc, je pense que ça amène un sujet qui aurait dû être discuté il y a longtemps, une espèce d'obligation d'être plus à l'affût, de pas enseigner les choses de la même manière à chaque groupe, à chaque cohorte. Peut-être que ça va être l'outil où l'arrivée de l'IA va nous obliger à faire les pas supplémentaires qu'il nous manque, parce que moi, ça me tue un peu à l'université de traiter tous les étudiants de la même façon, parce que moi, dans mon cours, j'en ai 200 en ce moment. C'est clair qu'ils sont pas au même endroit, là. Ils ont les mêmes objectifs à atteindre, mais il y en a qui ont de la misère à s'exprimer en français. Mais je le dis sérieusement, là. Puis il y en a d'autres qui sont nés à Chicoutimi, puis c'est leur ville natale, puis moi, je les traite de la même façon pour atteindre les mêmes objectifs. Si on était le moindrement responsable comme prof, comme institution, on les prendrait un à un, on les prend là où ils sont, puis let's go, on avance, on va vous mener à bon port. C'est sûr que je passerai peut-être 3 ans avec certains étudiants, mais c'est ça aussi, le traiter différemment. Tu parles du scénario idéal, de personnaliser pour chacun des élèves, puis d'aller chercher des choses qui gardent leur intérêt, la façon de travailler, la façon de travailler en classe, mais la façon d'apprendre. Si tu décris un élève, par exemple, que sa langue maternelle n'est pas le français, peut-être ses besoins vont être les mêmes, finalement, quelqu'un qui est né au Québec. Ben oui. Ça veut pas dire parce qu'on est né au Québec, on est capable d'écrire des textes. Ah non, c'est très certainement. Exactement. Donc, je pense que de le réfléchir plus aux possibilités de pouvoir vraiment personnaliser l'apprentissage et susciter l'intérêt des élèves d'une autre manière que celle, parce que c'est jamais normal que le même parcours, avec les mêmes documents, avec la même façon de présenter la théorie ou peu importe ce qu'on veut transmettre aux élèves, pour chacun des groupes. Chaque individu est unique et en plus, on a des groupes différents chaque fois. Donc, comment ça se fait? Oui, peut-être que l'IA va participer à ça, nous aider à moduler le savoir, l'enseignement selon chaque individu, adapter un petit peu le contenu, y aller à son rythme, y aller dans sa langue. Il y a peut-être des avenues possibles. Il y a plusieurs de nos questions qui pointent dans la même direction. Je l'ai retenue pour la poser un peu plus tard, cette question-là. C'est l'idée d'un environnement capacitant. Donc ça, dans les textes, là, ça revient souvent. Tu parles d'environnement capacitant. Donc c'est peut-être un terme qui est commun là, en techno-pédagogie, mais je dirais que c'est beaucoup plus rare comme utilisation là, en dehors de ce champ-là d'expertise. C'est quoi pour toi un environnement capacitant? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais un environnement capacitant, toujours selon la théorie de Sen, mais on a des facteurs de conversion. Donc, c'est des conditions, dans le fond, qu'on va donner à l'environnement qui vont être favorables ou défavorables.
t'en parlais un petit peu plus tôt. Donc, ce qui va être favorable, c'est qu'on va permettre, je vais te donner par exemple 2 scénarios. Ok, par exemple, le premier scénario, ben dans un environnement qui est un peu moins capacitant, qui va être plus limitant, ben, on va donner accès à un outil X et on va donner de la formation qui est juste basée sur la théorie. Là, quand on parle d'un autre scénario dans lequel, bon, on va intégrer des outils, mais en même temps, on va laisser la place aux personnes de s'exprimer librement. On va leur laisser établir une culture plus de confiance. On va leur permettre d'avoir des espaces de réflexion, comme je mentionnais un petit peu plus tôt. Donc, c'est plus de réfléchir. Souvent maintenant, la discussion est beaucoup basée sur les outils, les restrictions, la sécurité. Et avec raison, là, c'est pas pour dire que c'est pas une bonne chose. Mais si on veut un vrai environnement capacitant qui va permettre aux personnes de développer encore, quand on parlait de pouvoir d'agir, c'est vraiment ça, c'est de plus cibler qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Bon, on veut des utilisateurs responsables, mais comment est-ce qu'on crée des utilisateurs responsables? Il faut qu'ils soient capables d'arriver devant un objectif, d'avoir assez de connaissances, avoir assez de réflexes, de réflexion pour être capable de prendre des bonnes décisions qui protègent les environnements éducatifs et tout ça. Donc, c'est toujours de se poser la question, bon, qu'est-ce que dans mon environnement va permettre ça de l'individu? Parce qu'on a beau parler d'éthique, par exemple, en lien avec l'IA, il y en a plein des formations éthiques et tout ça qui sont des compétences qu'il faut développer. Mais qu'est-ce qui est mis en place pour permettre aux gens de se comporter de façon éthique? Oui, ça, c'est mon pain puis mon beurre, là. C'est-à-dire que des formations de sensibilisation sur l'éthique, j'en donne plein, puis à toutes les fois, je me dis, mais il faudrait les former, là. On peut pas juste leur parler d'éthique puis se dire qu'ils sont formés parce qu'ils n'ont entendu parler d'un thème pendant une demi-heure, là. Il faut prendre les mesures, le temps, investir les ressources nécessaires pour les former. Même chose en matière d'IA, c'est pas parce qu'ils savent que ça existe, c'est pas parce qu'on leur dit quelques mots au début d'un syllabus de cours ou au premier cours que nécessairement ils sont compétents, ils ont compris, ils vont bien l'utiliser. Faudrait prendre le temps de les former. Exactement, puis de moins les limiter en leur disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, parce que c'est beaucoup ça les discussions. Ben oui. C'est plus de leur permettre de développer. On parle beaucoup de soft skills quand on parle de oui. cet angle-là. C'est la communication, être débrouillard et tout ça. L'adaptabilité, ça en fait partie aussi. Donc, c'est ça, je pense, qui est le plus important à prendre en considération quand on approche l'intelligence artificielle dans nos environnements de travail, dans nos environnements éducatifs. C'est de permettre aux gens d'avoir des vrais choix, des vraies situations, parce que après, une fois qu'ils apprennent ce qu'ils ont à apprendre dans les universités ou dans les centres de formation, ils vont aller dans le marché du travail. Puis là, il faut les garder à jour, ces compétences-là. Donc, et si on est dans un travail plus technique, la technologie avance rapidement. Donc, ce que la personne va connaître, va avoir développé dans son parcours de formation, risque de devenir dépassé assez rapidement. Donc, c'est ça que je veux dire par environnement capacitant. Je pense que c'est de plus s'attarder à qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos environnements à partir de maintenant pour que les personnes puissent naviguer dans les prochaines années autour des changements technologiques. Ben justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Moi, je me mets à la place des institutions, des gestionnaires, des administrateurs. Si on veut aider tout ce beau monde-là, c'est quoi disons qu'il y en a là, qui écoutent le podcast en ce moment, là. C'est quoi que je peux mettre en place concrètement pour rendre mon environnement plus capacitant? Oui, des environnements qui sont sécurisants, droit à l'erreur. Quand il y a des projets, souvent les entreprises veulent intégrer l'IA, ils voient les possibilités et tout ça, mais il faut quand même y aller de façon rassurante pour l'être humain. Donc, des carrés de sable, des projets peut-être pilotes qui permettent aux gens de faire des erreurs, d'avoir les bonnes discussions. Donc, cette culture de confiance est très importante, je pense, et pas de rentrer dans le restrictif, de dire quoi faire. C'est important qu'il y ait des règles. Je suis pas en train de dire que c'est pas important, mais de surtout créer les environnements pour permettre ce développement-là. Mais encore plus important, parce qu'il y a 2 choses qui reviennent souvent. C'est le temps, le manque de temps,
puis la vitesse à laquelle l'IA évolue. Donc là, tout le monde se prend la tête. Et Je manque de temps, puis l'IA va trop vite, puis parce qu'elle va trop vite, je manque de temps pour... je manque déjà de temps, puis en plus, l'IA va vite, je serai jamais capable de la rattraper. Exactement. Puis pour prendre du recul, pour réfléchir, toute personne va vous dire, les meilleures réflexions, les meilleures solutions, on les retrouve quand on prend une marche, quand on fait la vaisselle, quand on a des moments où est-ce que on a du silence. Le silence est très précieux. Et c'est ce qui manque dans les environnements de travail et de formation parfois. Tout le monde est d'accord pour dire que ça va très vite. Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir à des espaces? C'est pas une réponse qui est facile. Ça dépend à qui on demande, mais comment qu'on peut permettre ce moment de réflexion protégé, un moment protégé, c'est vraiment ça, pour avoir les bonnes discussions, pour pas juste suivre des formations. Formation, c'est une partie de l'équation, c'est important. Mais le plus important, c'est de laisser la place aux gens de pouvoir se tromper, d'être en confiance, parce qu'il y a beaucoup d'utilisation clandestine, entre guillemets, parce qu'ils ont peur de dire qu'ils utilisent... Au début, c'était ça, là. C'était disponible, c'était là. Puis les gens, il y en avait qui l'utilisaient, qui le disaient pas. Puis pour ceux qui savaient comment ça fonctionnait, c'était évident que ça avait été utilisé. Fait que c'est ça, l'utilisation clandestine, ça démontre qu'il y a un manque de confiance entre les personnes à l'intérieur d'une même institution. Là. Sinon, on le dirait, ça serait clair, ça serait plus simple de l'utiliser. On n'aurait même pas besoin de le dire, ça serait présumé que, oui, ça se peut bien qu'ils l'utilisent, là, ils n'ont pas besoin de se cacher. Là. Mais je serais prête à parier que ces personnes-là qui ont osé être un petit peu des utilisateurs plus clandestins vont être ceux de qui on va pouvoir s'inspirer pour apprendre de eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi les constats qu'ils ont fait, parce que c'est du temps qui a été investi en manipulant des outils, en suivant des formations, en faisant des tests. Et si tout le monde aurait arrêté, je pense, j'ai toujours la misère, merci beaucoup. Je pense à une collègue qui me corrigeait toujours. J'ai toujours pas appris, je m'excuse. On a eu ça, mais tu vas la remercier éventuellement. Exactement. Donc, si tout le monde avait arrêté d'utiliser quand ça a été dit, on pourrait pas avancer aussi bien quand on a des discussions avec des personnes qui ont testé des choses. C'est assez surprenant ce qu'on peut apprendre. C'est vrai que j'ai beaucoup agi dans la clandestinité au début avec l'IA où j'essayais. T'as raison, ça a pris du temps dans ma vie pour déjà faire tout ça, là, le podcast, mais ça, je le vois plus comme de la recherche, mais les outils, faire des tests sur, c'est LLM, comment ça fonctionne, comment je fais pour aller en tirer le maximum. C'est pas du temps c'est pas dans ma charge de travail, là. Ça n'a jamais été écrit à quelque part. Là. On présume que je vais m'adapter, mais jamais on me dit, dans ton horaire, tu as 40 heures par semaine, oublie pas, investis 5 heures pour te préparer à l'intelligence artificielle, ça s'en vient, là. Exactement. Puis ce qui est particulier avec cette technologie-là, c'est que chaque personne a une réponse différente. Quand on demande à un groupe de personnes de différents milieux comment vous utilisez l'intelligence artificielle générative, on n'aura pas deux réponses pareilles. Même si c'est deux enseignants, ils peuvent enseigner différents métiers, ils peuvent enseigner différentes matières. Donc, il n'y a pas deux personnes. Puis, c'est juste le spécialiste de son domaine qui est capable de répondre à cette question-là, qui a expérimenté l'IA, qui a fait des erreurs, des tests, a transformé sa façon de travailler, parce que c'est vraiment ça qui est en train d'arriver. C'est la façon qu'on fait les choses qui est en train de se transformer. Donc, ça prend tous les spécialistes de tous les secteurs. Des lieux pour partager ces expériences-là, des lieux pour partager nos apprentissages à travers ces expériences-là. J'aurais envie de presque laisser là-dessus, mais j'ai envie d'aller me tourner vers l'idéal. Tiens, j'aime bien ça, conclure avec ce genre de questions-là. On va, si on s'imagine le monde du travail que tu connais mieux que moi, je dirais, la formation professionnelle, les conseillers, tes conseillères à la formation des futurs professionnels. Idéalement, le monde du travail, tu l'imagines comment cet arrimage entre les futurs professionnels et l'intelligence artificielle? Idéalement, là, quand tu regardes le milieu de travail, tu t'imagines des environnements capacitants, mais ça ressemble à quoi? Je l'imagine, écoute, c'est complexe ta question. Je ne pourrais pas répondre juste avec un élément, mais je vais y aller avec celui-ci. C'est que qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est comment est-ce qu'on développe certains comportements humains nécessaires pour naviguer à travers tous ces changements technologiques.
C'est ce qui va permettre à la personne de rester à jour, de rester pertinente, de pas être dépassée par l'évolution de son métier. Si une personne apprend à être débrouillarde, à être curieuse, à se garder à jour, c'est très difficile de voir un futur dans lequel l'IA va contrôler cette personne complètement. On sait qu'une personne qui gradue, par exemple, que ça soit dans un DEP ou dans un baccalauréat ou peu importe, son diplôme, c'est la valeur aussi des formations pour le marché du travail. Mais ce qui est important, c'est ça, je pense, autant pour le monde de l'éducation que le monde du travail, c'est comment on va s'assurer que le développement de l'humain continue pour qu'il soit capable de naviguer à travers ça. Puis ça, cette réflexion-là, on s'entend qu'on n'a pas besoin de l'IA pour... c'est comme si ça nous rappelle. Ça fait juste, ça provoque, ça nous rappelle l'importance de tout ça, là, que ce soit, peu importe le changement technologique, ça nous rappelle que l'essentiel, c'est d'entourer, d'encadrer, d'épauler les humains qui travaillent, qui sont formés, pour les aider à s'accomplir. On est là pour ça, me semble-t-il, sur cette petite planète. Oui, c'est ça l'important, c'est de miser sur l'humain. Misons sur l'humain. J'étais avec Nicole Munoz Guzman. Merci, Nicole, d'être passée avec moi en studio. Merci de m'avoir reçu. Donc, je suis bien heureuse d'avoir pu voir tes lieux où tout se passe. Puis, c'est toujours un plaisir de venir à Québec. Là. On a beaucoup de plaisir à échanger avec des collègues aussi quand je visite le cours. Génial, tu seras toujours la bienvenue. Tu sais où mon studio habite maintenant, ce qui est mon bureau aussi, au passage. Merci aussi à vous, auditeurs, auditrices passionnés d'intelligence artificielle. Merci de nous accompagner dans notre enquête sur l'IA et ses enjeux éthiques, sociaux, juridiques et ses problèmes, enjeux et promesses en matière de formation et d'éducation. Prenez grand soin de vous. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.